Donc, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette session sur la découverte de la méthodologie d'autodiagnostic qu'on a développée chez CartONG. Pour rendre à César, c'est en grande partie mon collègue Brice, ici présent, qui l'a développée. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est à la fois de vous introduire à la méthodologie d'autodiagnostic et aussi vous la remettre un petit peu en contexte pour vous aider à savoir un petit peu pourquoi ça pourrait être important pour vous de faire votre autodiagnostic en gestion de données programmes. Donc, on aura la chance d'avoir également un petit témoignage d'une des ONG partenaires du projet, donc Annabelle de Max Havelaar France, qui nous expliquera un petit peu l'utilisation qu'ils ont pu faire d'une des composantes de l'outil. Et on terminera un petit peu en vous expliquant où trouver la méthodologie pour que vous vous y retrouviez un peu à ce niveau-là. Donc, sur le pourquoi une méthodologie d'autodiagnostic, donc déjà pour rappeler un petit peu certains constats ou si vous avez lu un peu certaines des choses qu'on a pu faire dans le cadre du projet de renforcement de pratiques en gestion de données, je pense que vous en aurez conscience. Mais donc l'idée, c'est vraiment de travailler un petit peu ce sujet sur lesquels on est d'accord, enfin je pense que c'est un constat partagé que de toutes les ONG de devoir s'améliorer en gestion de données programmes, mais que dans l'ensemble, elles ont du mal, enfin vous avez du mal à cerner un petit peu le sujet et vous l'approprier. Et aussi, il y a un peu ce constat partagé que les ONG manquent de maturité, en particulier les ONG françaises manquent de maturité sur le sujet et que vous avez un peu du mal à tirer des bénéfices opérationnels de tout ce que peut apporter la gestion de données programmes. Comme disait, enfin, comme commençait à le mentionner Mev, l'idée de cet autodiagnostic, elle est venue déjà aussi de l'étude initiale du projet, qui disait en gros que c'est vraiment, enfin, étant donné la diversité des enjeux en gestion de données programmes, que les ONG ont du mal vraiment comme l'indique l'enquête, que 90% des répondants ne considèrent qu'elles sont pas du tout ou partiellement prêtes à répondre aux enjeux posés par ces questions-là. Et donc, pour répondre à ces enjeux ou à ces questions, il faut déjà être en capacité de pouvoir identifier où on en est sur ce sujet. Donc, l'idée, c'était de pouvoir fournir un outil sur lequel les ONG peuvent s'appuyer pour pouvoir analyser les différentes composantes de la gestion de l'information et qu'elles puissent mieux se positionner en gros sur le sujet. Et comme ça, elles pourraient en retirer ainsi des bénéfices opérationnels beaucoup plus tangibles que ceux qui sont actuellement. Voilà. En gros, l'idée était donc d'avoir plusieurs volets dans le projet qui permettent de couvrir toutes les différentes composantes de la gestion de l'information, que ce soit à travers fournir différents outils et comparatifs pour le choix des logiciels, pour leur prise en main, comment faire en sorte d'utiliser par exemple un Excel, quel logiciel de collecte de données mobile choisir, etc. Ensuite, de mettre en place des sessions d'échange et de sensibilisation qui puissent permettre d'avoir des espaces de discussion autour de ces sujets-là, etc. Et d'avoir aussi pas mal de livrables structurants, comme vous avez pu voir, le pack RH, l'étude initiale, etc., la mise à disposition de boîtes à outils. Donc ça, c'était vraiment les aspects un petit peu fournir des documents et des outils pour mieux flécher les choix. Mais après, l'idée, c'était aussi de complémenter ça en donnant aux différentes organisations un outil pour pouvoir mieux mesurer où elles en sont par rapport au sujet, pour ensuite piocher parmi tous ces différents livrables pour pouvoir mieux comprendre où elles en sont, quel logiciel elles doivent utiliser, parce qu'une ONG qui a des difficultés avec ses staffs sur Excel n'aura pas les mêmes besoins qu'une ONG qui structure, par exemple, toute une filière de gestion de l'information à travers un logiciel centralisé, par exemple. Donc vraiment, ça, c'était l'idée qui est à la source de cet outil d'autodiagnostic. Et en gros,
ce qu'on a voulu mettre en place, c'était vraiment une logique plurielle, puisqu'au début, dans le projet, il n'y avait qu'un seul outil d'autodiagnostic. Et en fait, ça s'est révélé tout de suite très difficile pour nous de pouvoir tout mettre tout mettre dans le même outil. Parce que, vu qu'on vise le secteur dans son ensemble, entre les besoins d'une petite ONG de développement et les besoins d'une ONG, par exemple, d'urgence, de type Action contre la faim, on ne va pas avoir du tout les mêmes types de besoins. Donc, ce qu'on s'est dit, en fait, c'était vraiment d'essayer de faire face à cette multiplicité de situations en essayant de l'aborder par 3 angles. Tout d'abord, un angle vraiment pour connaître et découvrir un petit peu le sujet, qui puisse permettre, par exemple, de pouvoir mieux dialoguer avec des staffs terrain, c'est-à-dire d'introduire facilement le sujet, de pouvoir essayer de trouver et d'avoir le même vocabulaire avec les gens. Donc vraiment un petit peu une logique d'immédiateté et entre guillemets de court-termisme pour faire émerger le sujet. Parce qu'il est difficile de faire un diagnostic si on n'arrive pas à impliquer les différentes parties prenantes. Ensuite, ce qui correspond à une dimension d'approfondissement, on va dire, c'était la notion que vous pouvez voir de représentation, de cartographie des flux d'informations, où là, l'idée, c'est-à-dire que le sujet est déjà un petit peu visibilisé dans l'ONG, et l'idée est de voir où on en est et d'essayer de se projeter un petit peu dans le sujet. Ensuite, désolé. Ensuite, il y avait une dernière dimension d'analyse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise vraiment le sujet, il y a un outil qui permet de s'en emparer, de faire vraiment un diagnostic plus approfondi, plus systémique, pour vraiment avoir une approche organisationnelle. Donc l'idée, c'était plutôt qu'avoir un outil qui peut de toute façon pas répondre à tout, de proposer une méthode, donc avec 3 composantes, parmi lesquelles vous pouvez piocher par rapport à vos propres besoins. En fait. Et donc là, donc les avez-vous déjà découvert? Là, c'était un petit sondage, même, c'est ça? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je l'ai lancé en parallèle. Mais on vous laisse 2 minutes pour y répondre, mais tu peux continuer en temps, Brice. Ok. L'idée, c'était de voir si vous l'aviez déjà vu. Mais... là, ce qu'on va rentrer un peu plus en détail, c'est la première composante de l'outil. Donc, vraiment la composante de découverte. On va vous la démontrer après, hein, mais vous pouvez la garder en parallèle d'ores et déjà. L'idée ici, c'était de répondre à une problématique que généralement le premier implémenteur, ou on va dire le premier usager de la gestion des données programmes, ce sont des gens, ce sont des personnels qui ne sont pas en charge du sujet. Donc généralement, vous, si vous êtes référent, suivi, évaluation, par exemple dans votre organisation, ou si vous devez mettre en place, je ne sais pas, un nouvel outil, c'est avec ces personnes-là que vous devez dialoguer, et parfois il va y avoir des problématiques où ils ne vont jamais avoir le temps pour pouvoir s'intéresser au sujet. Ils sont de toute façon pas responsables, ils ne comprennent pas les termes utilisés. Donc l'idée, c'était de fournir un premier outil qui puisse permettre de découvrir un petit peu les thèmes et de mettre un petit peu sur la carte les différentes problématiques. Donc, c'est-à-dire permettre aux gens de parler le même langage et mettre des noms sur les concepts, de dire qu'est-ce qu'il y a derrière, par exemple, la protection des données, qu'est-ce que c'est la dimension d'analyse, comment on fait une enquête, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de se focaliser sur 2 points clés, c'est-à-dire d'offrir une multiplicité de ressources qui puissent permettre aux gens vraiment de découvrir le sujet en leur offrant un support avec lequel ils puissent interagir quand ils en ont besoin, parce que vous allez voir plus tard que les autres composantes de la méthodologie requièrent un investissement, d'avoir des gens soit qui sont disponibles pendant un atelier, soit de répondre à tout un cadre de questions. Là, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir un logigramme sur lequel ils puissent vraiment se déplacer, voire suivre des cheminements logiques pour commencer à visibiliser les différents sujets et à voir où ils en sont par rapport aux problématiques plus générales. Donc, c'est vraiment pour une typologie d'ONG sur laquelle le sujet est absent ou pas du tout investi par les différentes parties prenantes, où il y a des pratiques très hétérogènes, c'est-à-dire que, par exemple, vous connaissez bien le sujet de la gestion des données de programme,
mais vous voyez bien que votre mission de terrain, ils sont pas du tout dedans. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vous fournir un outil que vous puissiez partager avec ces gens-là pour qu'ils puissent se dire « Ah oui, on peut commencer à aborder le sujet via ce premier logigramme et commencer gentiment à s'investir dans les différentes ressources. » Donc, pour que vous compreniez mieux, on va faire une petite démonstration. Je ne sais pas, mais… Attends, ah oui, pardon. L'idée aussi, c'était pour que vous, vraiment, pour qu'on finisse là-dessus, c'était d'avoir un outil flexible et léger qui puisse être accessible n'importe quand, que les gens n'aient pas à s'investir dedans pour répondre, qu'ils puissent juste y chercher ce dont ils aient besoin et vraiment qu'il soit construit autour de l'idée de découverte du sujet et de créer un vocabulaire commun. Donc, ça va être le moment de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'avoir cette approche de logigramme donc, qui puisse permettre aux gens d'ouvrir, d'avoir une URL qui est toujours fixe, sur laquelle ils peuvent toujours revenir à l'envie et de ne pas juste avoir des questions à remplir, et sur lequel ils puissent donc zoomer à partir d'une question centrale. Par exemple, donc, vous voudriez une gestion des données qui soit plus éthique. Et là, c'est d'offrir ensuite des cheminements de questions autour de la protection des données. Par exemple, s'ils veulent améliorer la redevabilité de l'organisation, est-ce que l'utilisation qui est faite des données est-elle explicite? Si c'est non, ils arrivent sur une recommandation. Par exemple, assurez-vous d'intégrer cette dimension dans la formation des enquêteurs. Et cette recommandation est ensuite un peu explicitée, avec généralement, il y aura toujours dans les différentes recommandations des ressources qui sont cliquables, qui vous permettent donc après de pouvoir approfondir un petit peu le sujet. Donc là, c'est par exemple sur la formation des enquêteurs. Ça vous donne un exemple de feuille de consentement et ça vous permet ensuite d'avoir des considérations à partager pendant la formation des enquêteurs. Donc ça peut être un moyen de définir le sujet. Voilà. Et puis ensuite, si l'utilisation qui est faite des données est-elle explicite, est-ce qu'il s'assure du consentement des enquêteurs? Sinon, ils peuvent intégrer d'autres éléments dans le questionnaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette logique de progression, donc qui est une certaine dimension en fait d'autodiagnostic, puisque ça permet de voir si on s'arrête à la première bulle, effectivement, on est très neuf sur le sujet, mais on a quand même des ressources qui permettent de s'emparer un petit peu de ça et puis de pouvoir justement découvrir. Et puis, plus on avance, plus ça permet d'aller vers des ressources et des recommandations de plus en plus complexes, notamment avec de la bibliographie, etc., qui peuvent permettre aux gens d'avancer un petit peu dans leur cheminement. Donc, il y a cet aspect, il y a 4 grands axes, on va dire. Il y a un axe autour de la protection des données, de l'éthique, donc tout ce qui va relever de la redevabilité, etc. Il y a un axe qui est tourné vraiment autour des aspects techniques, donc la qualité, comment améliorer sa collecte de données, comment faire une meilleure préparation de questionnaire, par exemple, ce genre de choses. Il va y avoir tout un axe autour de la structuration et de l'organisation de la donnée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des personnes responsables, quelle est la perception du sujet, tout ce genre de choses qui sont vraiment liées à la façon dont le sujet est porté et organisé au sein de la structure. Et puis, il y aura vraiment un dernier aspect autour des moyens qui va parler des aspects RH, de la formation qui sont dédiés au sujet. Donc, vraiment, l'idée, là, c'est de donner le lien et de partager le lien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez sur le sujet de la gestion des données programmes et de pouvoir ainsi voir, de leur permettre de se balader sur les différents axes, de se dire « Ah oui, mais effectivement, je me pose des questions sur le fait, le traitement de données, je ne le connais pas vraiment. Est-ce que j'utilise des logiciels qui sont plutôt complexes ou pas? Ah non, par exemple, il y a des cours d'introduction. » Donc, ça permet rapidement à une équipe terrain de trouver des ressources qui peuvent leur permettre, pour une question précise, de pouvoir se débrouiller. Et ensuite, du coup, l'idée, c'est s'ils trouvent la ressource, ils vont pouvoir y revenir, ils vont pouvoir commencer à développer tout un vocabulaire et toute une conception du sujet qui vous permettra à vous, après,
de les mobiliser sur un diagnostic plus avancé. Et donc, après cette composante, on va dire, qui est vraiment de découverte, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui puisse permettre finalement de mieux représenter pour commencer à mieux visualiser le sujet et d'avoir quelque chose qui, on va dire, amène les gens ensemble. Parce que vraiment, la première composante, c'est quelque chose que vous partagez à vos équipes ou que vous explorez, mais qui permet de rester, on va dire, enfin, de garder le sujet dans son coin. Alors, la deuxième composante, c'est vraiment donc cette idée qui a été en gros de partir de l'idée de le sujet est devenu plus visible. On va dire, vous avez dans votre ONG, le sujet est un petit peu mieux compris, il existe déjà des recommandations, on va dire quelques SOP sur, par exemple, la protection des données, mais vous avez besoin de mobiliser, par exemple, plus largement les différentes équipes. Donc là, en gros, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées et vous voulez aller plus loin, mais vous ne voulez pas mettre en place une analyse systémique qui serait très chronophage, qui serait complexe, etc. Vous voulez juste voir un petit peu où vous en êtes. Donc l'idée, ça va être de représenter à travers un conseil de méthodologie que vous pouvez trouver donc, sur le lien CNEP à partager plus haut, de représenter les flux de données qui sont à l'œuvre dans votre organisation. C'est-à-dire que vous allez faire un exercice de mettre ensemble, par exemple, à l'échelle d'une mission de terrain, différents acteurs qui sont représentants des différents départements avec lesquels vous travaillez, que ce soit logistique, programme, financier, etc. Et ils vont essayer donc de cartographier quelles informations, quel flux d'informations va de quelle personne à quelle personne et via quels canaux, via quelle façon. Est-ce que c'est de manière institutionnalisée? Est-ce que c'est de manière officieuse? Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, des informations qui viennent genre que sur une personne qui après doit les faire remonter? L'idée, c'est vraiment de pouvoir visibiliser un petit peu ce qui se passe autour de vos données et après de mettre en parallèle de ça ce que vous voudriez faire de manière optimale en termes de flux et de circulation des données. Donc, l'idée, en gros, là-dedans, si on reprend les concepts clés, c'est de ramener un groupe autour du sujet, parce que cette méthodologie-là sera toujours faite en atelier, par exemple dans un atelier stratégique, de visualiser les résultats de ça et ainsi de pouvoir, entre guillemets, mettre en parallèle l'existant et de pouvoir le projeter avec ce que vous voudriez faire dans le futur et l'organisation optimale des flux. Mais pour que tout ça soit plus clair, je pense que je vais laisser la parole à Annabelle. Ok, donc bonjour à toutes et tous, Annabelle de Max Havelaar France. Donc l'idée c'est juste de vous faire un petit retour sur la façon dont on s'est saisi de cet exercice. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, Max Havelaar France c'est une organisation qui est assez petite, on est à peu près 40 personnes, mais au sein d'un mouvement qui est assez grand avec pas mal d'organisations, dont l'organisation centrale en Allemagne. Nous, à MHF, on ne collecte pas de données en tant que telles, mais on reçoit pas mal de données de nature variable qui sont issues de nombreuses sources et qui vont être relatives en fait aux chaînes d'approvisionnement Fairtrade, donc aux coopératives ou les acteurs commerciaux. Les données, ce qu'on en fait, c'est que ça nous sert à connaître les organisations qui sont certifiées Fairtrade, ça sert à donner des informations aux entreprises qui vendent des produits avec le label Fairtrade en France, à produire du matériel de communication pour le grand public ou alors à donner des infos pour les institutions. En fait, le problème qu'on avait à Max Havelaar France, qu'on a toujours d'ailleurs, c'est le fait qu'il n'y ait pas de personnes vraiment spécialistes ou bien formées sur la gestion de l'information en tant que telle à MHF, avec des sujets donc assez peu cadrés, assez peu structurés. Mais il y a toujours des appétences personnelles et on avait un constat un peu personnel qu'il y avait des dysfonctionnements, mais sans trop savoir où étaient les problèmes et puis surtout quelles étaient les priorités sur ces problèmes. Donc, dans le cadre du projet SMA, on a utilisé la cartographie des flux d'infos pour aider en fait à faire le diagnostic de l'association sur la gestion de l'info, donc au niveau des flux. Donc, comment on a procédé? Déjà, on a fait ça en interne avec un petit groupe vraiment un peu informel sur la gestion de l'information. Juste des gens, en fait, donc, qui avaient des appétences personnelles sur ce sujet et un profil, on va dire, technique ou proche de la technique.
Et dans un deuxième temps, on a consulté toutes les autres équipes de Max Havelaar France, avec donc une personne de ce petit groupe informel qui consultait une unité, que ce soit la communication, le plaidoyer, l'équipe commerciale. Et on a centralisé tout ça sur un outil collaboratif en ligne, Miro, pour dessiner en fait la cartographie. Donc, en termes de retour, ce qu'on a pu tirer de cette cartographie, ce qu'on a pu constater sur la partie transmission d'infos, c'est qu'on avait de nombreuses données qui étaient disponibles sur notre serveur commun, donc accessible par tous, mais que cette méthode d'accès n'était pas ou peu utilisée par l'équipe, qui sollicitait l'information par un autre canal, comme par une demande par email. Qu'on avait aussi des canaux informels pour des données qui sont pourtant très importantes, qu'on avait pas mal de flux d'informations entre des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, mais sans que ce soit forcément pertinent en termes de métier pour la transmission des infos, des données concernées. Gros problème aussi, c'est qu'on avait des mêmes acteurs qui recevaient des informations identiques, mais issues de canaux différents, et qui pouvaient arriver donc avec parfois en décalé ou avec des messages pas forcément, des messages parfois contradictoires. Aussi la présence de nombreux canaux officiels, mais doublés de canaux non officiels parce que les canaux officiels sont trop lourds, les procédures trop lourdes. Et un point intéressant, donc, quand on a eu donc, cette cartographie disponible, finalisée sur Miro, c'est qu'en observant en fait, la cartographie en un coup d'œil, avec le code couleur qu'on s'était donné, on voyait beaucoup de flèches qui indiquaient la transmission d'informations ponctuelles ou ad hoc ou vraiment peu fréquentes. Donc ça a soulevé la question de si c'était parce qu'on fonctionnait comme ça, beaucoup au cas par cas, donc on est censé être un peu en réactif, faire des réponses à des demandes, ou si c'est parce qu'on n'anticipait pas assez et on ne fournissait pas assez d'informations de façon proactive aux équipes concernées. Et en termes de constat, au niveau du stockage, on a pu aussi, grâce à cet exercice, voir que certaines informations étaient stockées, mais sans être référencées dans aucune liste documentaire, et donc trouvables uniquement par les personnes qui connaissaient leur existence, avec donc certaines infos qui étaient parfois très intéressantes, mais voilà, qui étaient un peu perdues sur le serveur. Aussi, un cas assez fréquent de données qui sont stockées sur des ordinateurs individuels, donc ni référencés ni sur le serveur, donc pas accessibles. Et des informations, donc nous on travaille beaucoup par projet transverse qui implique plusieurs unités, plusieurs pôles, mais qui étaient stockés dans les dossiers de chaque pôle, donc ce qui crée des doublons en termes de stockage et des documents qui étaient réutilisés de façon différente par chaque unité. Donc là, c'est juste un exemple en fait, de retour, de constat qu'on a pu faire grâce à cet exercice. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça a été vraiment un point de départ pour se saisir réellement de ce sujet de la gestion de l'information à MHF. On a appris des choses grâce à cet exercice, mais ça a aussi donné du poids à des constats qu'on avait déjà faits, mais qui n'étaient pas formalisés, pas cadrés. Et à la suite de ça, on a décidé de se structurer, de créer du coup une petite unité gestion de l'information. Donc c'est un choix organisationnel comme un autre. Je ne sais pas à ce stade si c'est le bon, mais le gros avantage, c'est que ça donne vraiment de la visibilité à ce sujet et accessoirement d'avoir un budget dédié. Donc c'est vraiment pour nous un gros pas en avant. Donc voilà pour notre retour. Merci Annabelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce retour spécifique d'expérience? Non? Dans les faits, si ça reste un peu obscur. Moi, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Excusez-moi, c'est Amaury Berthaud du GRET. Oui, vas-y. C'est plus un retour pour dire que, en fait, nous aussi, au GRET, on a entamé un peu ce travail autour du diagnostic de nos données. On n'est pas parti directement avec l'outil de diagnostic, mais on espère le faire et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et tout ce que vous venez de dire, Annabelle, en tout cas, ça me parle vraiment. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible ou qui est envisageable, mais ce serait peut-être de partager, voir en tout cas votre cartographie que vous avez fait sur Miro. C'est quelque chose ça pourrait être intéressant de voir comment vous l'avez fait, cette cartographie. Parce que nous aussi, de notre côté, on a commencé à essayer de faire quelque chose. Bien sûr. Mais voilà. Et moi, peut-être que, nous, on aurait même d'autres choses encore à rajouter sur les problèmes. Et en tout cas, tous ces problèmes de flux, de double stockage, d'informations qui est là, mais qui est juste accessible par la personne qui
qui gère l'information. Tout ça, c'est des choses qui nous parlent bien. Et aussi une autre question, et du coup, j'ai encore une autre question. Par rapport aux outils, est-ce que, voilà, j'imagine que vous avez fait un diagnostic de tous les outils projets, enfin les outils de collecte de données que vous utilisiez, et combien vous en aviez trouvé de différents? Parce que, par exemple, entre ceux qui utilisent les Kobo, qui utilisent les Comcare, qui utilisent les Redcap ou autres types d'outils, voilà, je me demandais combien vous en aviez différents pour voir si on était... Voilà. Alors, beaucoup. Après, en fait, nous, du coup, on collecte pas et on fonctionne pas avec des terrains. Du coup, on n'a pas du tout la main Ouais, sur les outils. Donc, il y a beaucoup, effectivement, de sources de données différentes, mais on pourra ouais. peut-être s'en parler sinon en mille mais ouais, beaucoup d'outils différents avec des objectifs différents parce que issus d'organisations différentes dans le mouvement Fairtrade. Ça peut être un outil qui a été mis en place par le certificateur pour ses objectifs de certification, un outil mis en place par les réseaux de producteurs pour avoir pour soutenir les coopératives. Donc ouais, une grande diversité d'outils, d'objectifs et pas d'alignement du coup, notamment dans ces objectifs, c'est qui pose un vrai problème après sur l'analyse quand on essaye de combiner les sources typiquement. Ok. Mais ça me parle aussi de tous ces outils qui ne sont pas forcément directement liés à l'activité de collecte de données, mais qui sont peut-être un peu à un autre niveau, plutôt organisationnel, on va dire. Je sais pas, enfin, je ne me rends pas compte de tous les outils que tu as cités, enfin, je ne les connais pas. Mais ok, on pourra en reparler avec plaisir. Ouais. Je ne vais pas vous monopoliser là-dessus. Mais... Merci beaucoup. Ok. Et c'est intéressant les retours vraiment d'expérience, en tout cas. Moi, je trouvais ça rassure un peu quand on se lance, de voir qu'il y a d'autres qui rencontrent les mêmes difficultés. C'est rassurant un peu presque, de voir qu'on n'est pas tout seul dans la... Je pense qu'on est nombreux. Et on est beaucoup à avoir les mêmes soucis. Mais pour détailler après aussi comment faire, Annabelle l'a mentionné, vous l'avez fait avec Miro. Je ne sais pas si tu voudras montrer après, mais c'est en fait, après, ça dépend vraiment aussi de comment vous pouvez faire, de la taille de votre organisation, de la logistique, etc. Ça peut être intéressant de le faire cet atelier en présentiel à l'échelle d'une mission de terrain. Si les gens, par exemple, vous avez un atelier stratégique qui amène tous les gens ensemble, vous pouvez les faire travailler sur un tableau, mettre les différents post-it, il y a telle personne qui envoie son enquête cap à son référent, qui ensuite le consolide pour l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et ça peut permettre aussi d'avoir les discussions en live, quoi. Et justement de faire ces constats que Annabelle mentionnait sur « Ah, mais pourquoi on a un doublon à côté ? Ah, mais c'est parce que ce procédé, il est hyper lourd. Ah oui, mais pourquoi il est lourd ?» Et ça peut permettre justement de rentrer un peu dans le détail. Et après, ce qui est important vraiment aussi, c'est de cibler un petit peu sur qui l'échelle à laquelle le faire. Parce que c'est important de ne pas le faire directement à l'échelle d'une organisation. Ça fait pas mal aussi de cibler des gens qui travaillent souvent ensemble, qui se connaissent un petit peu au moins en termes de locaux. Et ensuite de mettre en parallèle, par exemple, différents ateliers pour ensuite comparer les résultats et après refaire des cartographies et les construire un petit peu brique par brique. Désolée, le choix de l'outil, en fait, c'était très, très pratique, confinement et difficulté d'être en présentiel. Sinon, c'est vrai qu'on aurait préféré le faire en présentiel. Après, on s'en est tiré quand même comme ça et ça a d'autres avantages aussi. Mais voilà, je pense que ça aurait été chouette d'avoir aussi une partie d'atelier en présentiel, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet aspect de la méthode? Ok, on va reprendre la présentation à ce moment-là. Après, donc, une fois en gros, l'idée, c'était pour les ONG qui sont les plus matures sur le sujet, qui ont pu mettre en place la première composante ou la deuxième composante, ou même sans en avoir besoin, qui savent déjà, qui connaissent déjà bien les sujets, etc. L'idée, c'était de fournir un outil qui puisse permettre d'aller plus loin et donc d'avoir pour des ONG qui sont, comme on a dit, donc qui ont déjà bien pris en main le sujet, de pouvoir vraiment analyser de manière un petit peu systémique quelles sont les forces et les faiblesses de l'organisation et d'essayer de se situer un petit peu en termes de, on va dire, de niveau de maturité
sur le sujet de la gestion des données programmes. Après, il faut vraiment, on voudrait vraiment attirer votre attention sur le fait que cette composante-là prend du temps, puisque vous allez le voir après, ça exige le remplissage d'un outil Excel qui est assez complexe, où il y a beaucoup de questions sur lesquelles se positionner, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une personne qui soit plutôt disponible et qui soit, entre guillemets, légitimée aussi par l'organisation pour pouvoir mettre en place un petit peu cet outil de manière pertinente, parce que ça réclame du temps, c'est des questions qui vont vous nécessiter d'aller chercher de l'information et qui vous permettra ensuite de s'atteler un petit peu à ce diagnostic de manière généralisée pour pouvoir dire « Ah oui, on en est là », et d'essayer de se dire « Ah on va investir tel sujet plutôt qu'un autre ». Donc, vraiment, si on revient sur cette affaire de mots-clés, l'idée, c'est d'avoir cette échelle organisationnelle avec cette composante-là, d'avoir un aspect vraiment un peu plus systématique, d'essayer de voir quel est le positionnement sur la protection des données au niveau de l'organisation et de l'analyser un petit peu où est-ce qu'on se situe pour pouvoir après se projeter. Mais donc, encore une fois, ça nécessite que les parties prenantes soient vraiment sensibilisées, investies et vraiment disponibles et en maîtrise du sujet. Donc, vous pouvez voir sur le site, alors sur la troisième composante, mais je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Alors, donc, du coup, une fois que vous l'avez téléchargé, vous aurez donc ce fichier Excel. Il y a vraiment un guide sur la première page qui explique un petit peu ce qu'on a mentionné rapidement, ces notions de diagnostic systématique, à qui cela s'adresse et comment on l'utilise. Et en gros, vous verrez que donc, tout à la fin du guide, vous avez un petit graphique qui est ici, et donc dont les différentes dimensions de organisation, structuration RH, outillage éthique et données correspondent aux différentes feuilles. Et en fait, l'idée, donc vous avez après un raccourci pour aller directement sur les feuilles, hein, mais sur chaque feuille, il va y avoir une question qui va être reliée à un sujet. Donc, par exemple, sur le cycle de la donnée, est-ce que la notion de cycle de la donnée est connue et utilisée dans la gestion quotidienne? Là, l'idée, ça va être pour vous donc, de rajouter une réponse, de dire est-ce que c'est plutôt faux, est-ce que c'est plutôt vrai, est-ce que c'est totalement vrai. Si vous mettez plutôt vrai, vous aurez donc une recommandation qui va s'afficher. Si vous mettez totalement vrai, vous en aurez une autre. Et généralement, à chaque fois, pareil, dans la même, dans la même logique que le premier outil, avec des liens, des références pour pouvoir approfondir les recommandations. Et en gros, l'idée, donc, c'est d'aller à travers ces différents blocs conceptuels donc, qui sont définis donc, sur, par exemple, la définition des besoins, avec toute une série de questions sur la minimisation des collectes, la conception des questionnaires, les modèles de données, etc., de répondre à chaque fois à est-ce que c'est plutôt vrai, est-ce que c'est plutôt faux, etc. Et certaines questions vous proposeront aussi d'avoir une approche un peu plus réflexive, par exemple, typiquement sur cet axe-là, où vous allez pouvoir vous dire problèmes rencontrés, noter les problèmes les plus fréquents en termes d'équipement informatique. Ça vous permet en fait d'attirer votre attention sur des choses qu'on a souvent constatées sur le terrain. Et là, donc, il n'y aura pas de recommandations qui seront liées, mais c'est plus pour vous en fait faire un pense-bête ici. Ah oui, fréquemment, on a ce type de problème, par exemple, sur ce type de région. On a tout le temps nos ordinateurs qui ont des problèmes, etc. Ça permet de le garder en tête et un petit peu de complexifier les recommandations qui sont standardisées donc, par rapport aux questions pour pouvoir vraiment avoir une approche un petit peu riche qui fait l'écho entre vous, ce que vous pouvez constater, et nous, un petit peu les différentes recommandations plus génériques qu'on a mis au point par rapport à ces grands sujets qui donc permettent de vous positionner sur la gestion des données programmes. Et en gros, plus vous remplissez les différents composants, plus vous allez monter plus vous avez de réponses qui seront positives, etc. Plus ce graphique, en gros, va progresser donc vers les 100%. Et ça vous permettra aussi de vous dire, peut-être qu'on est très, très fort sur les questions techniques des données, mais on n'est vraiment pas bon sur la structuration RH.
Donc, à partir des recommandations de la structuration RH, ça peut vous permettre de mettre en place une petite stratégie, en gros, de gestion des données programmes et de se dire, ah oui, notre niveau de maturité là n'est pas très bon. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut travailler, alors que sur les données, on est bien, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment, vu le nombre de questions que vous allez voir donc, sur chaque axe, vous voyez, enfin, il y en a quand même pas mal, avec 5 axes à chaque fois. Ça réclame vraiment un certain temps. C'est souvent des questions et des constats qui nécessiteront que vous ayez discuté avec vos équipes ou avec d'autres départements. Donc, ça vous permet un diagnostic plus fin que les 2 premières composantes et vraiment qui complémente un petit peu l'approche. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette composante-là? Non? Si, c'est encore moi, j'ai encore une question. En fait, parce que là, tu dis il faut cibler, donc par exemple une équipe, un pays ou en fonction de notre organisation. Et là, j'ai l'impression quand même l'outil diagnostic, c'est pour toute l'organisation. Oui, ça c'est plutôt, enfin, c'est vraiment là une logique un peu plus systémique, on va dire. C'est vraiment justement, c'est pour ça aussi que ça vient en complément des 2 autres composantes qui étaient plus, qui pouvaient plus s'appliquer à des pays, à des missions. Là, c'est vraiment l'idée de le mettre en place à l'échelle d'une organisation et d'essayer de le voir de manière plus générale. Donc, c'est 2 choses un peu... Ouais, c'est 2 composantes. OK, c'était ça qui fait bien que je comprenne. Oui, tout à fait. OK. Bon, on va reprendre la présentation. Alors, où est-ce que vous pouvez la trouver? Et bien, cette méthodologie, c'est d'abord donc, sur le... Vous savez qu'il y a... Enfin, vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais on a cet IM Portal, donc, qui est le portail de ressources qu'on a publié dans le cadre du projet depuis désormais juin 2021. Donc, comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de choses, plus de 250 ressources et plus de 20 posts de blog, qui est mise à jour mensuellement, histoire d'avoir des ressources en plus. Et dedans, on a créé un espace, donc le point d'apprentissage, qui est vraiment orienté sur les aspects un petit peu plus pratiques de comment s'emparer des sujets, où vous avez différentes boîtes à outils. Donc, les boîtes à outils en premier pas, gestion des projets, enfin, premier pas Excel, premier pas analyse des données, etc. Et plus bas sur la page, vous retrouverez la méthodologie d'autodiagnostic avec un petit peu tout ce qu'on a mentionné sur les différentes composantes, sur comment les utiliser, quel est le public visé, quelle temporalité, etc. Donc, voilà. Est-ce que donc, vous avez des réactions à chaud sur les différentes composantes que vous voudriez utiliser? Est-ce que vous avez des retours ou des questions, enfin, des questionnements sur la façon dont on a construit un petit peu cette méthodologie? Moi, j'ai l'impression que sur le sondage, en tout cas, c'est plutôt équilibré, ce qui est plutôt bon signe. Oui, je ne m'attendais pas à ce que la composante 3 ait autant de succès, dans le sens où c'est quand même un autodiagnostic plus lourd que les autres. C'est bon signe. À voir à l'usage après. Oui. OK. Très bien. C'est intéressant en tout cas de voir ça. Alors, peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à cette méthodologie, ou pas d'autres remarques, etc., peut-être faire un point sur les événements à venir. Pas de questions? Très bien. Donc, ce qui va venir du coup sur le projet, c'est... J'ai peut-être une petite question. Oui, allez-y. Juste rapidement, donc cet outil-là, il a été créé et pensé pour l'utiliser de manière assez indépendante au sein des ONG. On n'est pas censé faire une formation, une session avec Carte ONG pour utiliser ces outils-là. C'est juste pour confirmer si l'ONG est censé un peu l'utiliser de manière... On a essayé vraiment de le construire pour que les gens puissent s'en servir
des différentes composantes, que ce soit une seule composante, deux composantes, trois composantes, de manière indépendante. Et après, éventuellement, s'il y a des besoins qui ressortent et que vous voyez que vous avez des questions, etc., vous pouvez nous approcher ou nous envoyer des questions à ce sujet-là. Mais vraiment, l'enjeu, c'était aussi d'avoir quelque chose sur lequel qui puisse se suffire à lui-même. D'accord. Donc, ce qui va venir sur le projet, c'est d'abord une journée d'échange autour de la gestion des données programmes au 10 mai. Donc, ce sera au siège du GRED, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura toute une série de webinaires donc, autour des enjeux de la gestion de données, avec un angle autour de l'open source, de la transformation numérique et aussi de la question de l'infobésité, plein de sujets annexes autour de la gestion des données programmes. Et puis à venir aussi d'autres boîtes à outils, parce que comme vous avez pu le voir sur le point d'apprentissage, le Learning Corner, en plus de la méthodologie d'autodiagnostic, vous pouvez trouver des boîtes à outils, Excel, analyse de données, etc. Et à venir, donc la boîte à outils sur la gestion responsable des données, et avec une mise à jour de la boîte à outils Excel, ainsi que le portage de la boîte à outils SIG et collecte de données mobiles. Donc, pas mal de boîtes à venir. Je ne sais pas si, Amef, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, pas particulièrement. C'était juste pour informer de ce qui vient et pour dire que les boîtes à outils, c'est aussi un work in progress. Où, on espère les avoir toutes disponibles, au moins en bilingue, cette année, avec certaines boîtes à outils où ça dépend un petit peu aussi des contributions partenaires. Mais je pense que déjà, c'est pour ça qu'on a présenté ça un peu comme une boîte au trésor. C'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler depuis des années. On est vraiment ravis de pouvoir enfin les mettre à disposition parce qu'on est assez convaincus que ça fait partie des choses les plus utiles pour les ONG d'avoir accès à ces boîtes à outils. Je m'arrête là au cas que vous m'entendiez mal pour ne pas polluer l'échange. Il a un petit bon moment pour la connexion. Et puis oui, pour vous dire aussi que ces boîtes à outils, le choix de l'avoir porté sur ce site, ça nous permet une certaine modularité pour justement les mettre à jour, etc. Donc, si vous voyez des manques, des choses qui vous interpellent, etc., n'hésitez pas à nous faire signe, puisque c'est peut-être des chantiers qu'on a. C'est la même logique aussi avec la première composante de l'autodiagnostic qu'on vous a montré. Le fait de l'avoir en ligne, ça nous permet aussi de mettre à jour quand il y a des ressources intéressantes sur différents cheminements logiques, etc. Donc, si vous arrivez sur des branches sur lesquelles vous estimez que peut-être qu'il manque des choses ou que vous restez sur votre faim, n'hésitez pas aussi à nous faire signe ou justement vous trouvez des ressources particulièrement intéressantes. Nous, ça peut nous permettre d'affiner et d'actualiser aussi ça petit à petit. Voilà. Est-ce que vous avez, je crois qu'il nous reste 5 minutes, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, pas forcément d'ailleurs sur l'outil d'autodiagnostic, mais plus largement sur le projet? Si jamais vous n'avez pas reçu les informations, si vous n'êtes pas dans la liste associée pour les webinaires, etc., n'hésitez pas à nous faire un petit message à Brice ou à moi pour qu'on vous rajoute si c'est des choses qui vous intéressent. Très bien. Eh bien, ce sera tout pour moi, je pense. Merci à tout le monde, en tout cas, d'être venu. Et n'hésitez pas, que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc, si vous voulez après nous envoyer des commentaires, etc., il y a l'adresse mail du projet renforcement-OSC. Donc, n'hésitez pas, on est disponible. Et merci Fabrice d'avoir repris la présentation au pied levé. Beau boulot. Non, mais les problèmes techniques sont... Maintenant, on est habitué avec le Covid.
Merci à tous. Bonne journée. Au revoir, Merci, à bonne journée. bientôt.